Bienvenue à tous et à toutes, moi c'est Valentine. Et moi, c'est Céline. Et bienvenue dans notre nouvel épisode d'Entre nous, et plus particulièrement, bienvenue Chez nous. Puisqu'il s'agit du premier podcast filmé, et on est ravis. Ravis de vous accueillir à la maison. Et pour ce tout premier épisode filmé, on a décidé de parler d'un sujet qui est Noël. Pas forcément du Noël carte postale, du Noël marketing qu'on voit partout. Lumière, sapin, Voilà, cadeaux. Les films américains, mais de la réalité qu'il peut y avoir derrière Noël, c'est-à-dire la charge mentale, l'isolement, le stress aussi que cela peut procurer. Toutes ces choses-là. On parlera également du vécu de Céline en tant que mère isolée, puisque oui, ce statut juridique existe. C'est quoi Noël quand on n'a pas ses enfants et qu'on est toute seule? Voilà, on avait vraiment envie d'échanger avec vous sur ce sujet. Ouais. Surtout que on y reviendra, mais les familles monoparentales sont particulièrement concernées par la pression que génère Noël, donc on y reviendra. Et ensuite, on parlera aussi des différents tips qu'on peut mettre en place pour lutter contre ce stress, et plus particulièrement de ce que nous, on a décidé de faire cette année, puisque vous le comprendrez, notre Noël est un petit peu spécial. Pour le contexte, cette année, Céline et moi, on est toutes les deux à Noël, sans d'autres familles, parce qu'elle est un petit peu éparpillée aux quatre coins du monde, que ce soit à Taïwan, aux USA, au Canada. Le fait est qu'on est toutes les deux. En effet, oui, Lily est partie à New York cette année, donc elle fêtera elle aussi Noël seule, avec ses amis quand même, j'espère, mais elle sera aussi dans notre cas. Ouais, c'est ça. Et donc, on a décidé de se renseigner un petit peu plus sur Noël et les différentes situations que cet événement annuel peut provoquer ou créer. Et on est tombé sur différents chiffres qui sont franchement étonnants. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'a quand même particulièrement étonnée. Oui et non. Moi, je sentais bien un que voilà, le Noël qu'on veut nous vendre un peu joyeux, je sens bien en accompagnant des femmes au quotidien que c'est pas toujours, on n'est pas tous entourés. Il y a plein de raisons pour lesquelles on va soit travailler peut-être pendant les fêtes, on va pas être aussi disponible. Donc, c'est vrai que je suis étonnée à moitié. Ouais. Alors que moi, de mon prisme de jeune adulte, j'étais un peu surprise. L'angoisse de Noël, elle est réelle. On a regardé les chiffres pour ce podcast. Et en fait, il s'avère qu'il y a 28% de Français qui appréhendent cette période. 28% de Français en millions de personnes, ça donne approximativement 19, voire 20 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. 20 millions qui vont appréhender, qui angoissent le fait de passer Noël pour plein de raisons différentes, j'imagine. Mais Exactement. c'est très, très important. C'est très important. Et ensuite, on en a 25%. Là aussi, on est autour de 17 millions de personnes. Donc, là, on parle vraiment de beaucoup, beaucoup de personnes qui sont attristées par cette période. Donc, c'est pas rien non plus. Il y a un impact psychologique, charge mentale, stress. On ne parle pas encore d'isolement, on parle juste d'angoisse et d'attristement Exactement. à l'approche des fêtes. Exactement. Et donc cette étude, elle révèle deux formes de vulnérabilité qui sont là aussi signes de stress, de charge mentale pour toutes les personnes qui sont sujettes à ça. On est sur deux formes de vulnérabilité. La vulnérabilité matérielle. On ne va pas vous refaire l'histoire sociétale française actuelle, mais du coup, la vulnérabilité matérielle, c'est le fait d'avoir peur de ne pas pouvoir offrir, de ne pas pouvoir accueillir, de ne pas, de pas réussir à donner, en fait. Et il y a une autre forme de vulnérabilité, c'est la vulnérabilité relationnelle. Et donc là, le chiffre est de 20%, c'est-à-dire qu'on a 13 millions de personnes, 13 à 14 millions de personnes qui ont peur de passer Noël seules. En regardant les chiffres, on se rend compte qu'il y a de Noël, deux types de personnes, ceux qui sont complètement ébahis, qui se réjouissent de cette période, qui vont se retrouver, ça va être une période forte, et l'envers du décor, la solitude, la peur, la charge mentale, le stress, parce que mine de rien, il faut le préparer ce Noël. Oui, tu dois recevoir, tu dois... Ensuite, c'est aussi une vision que les médias nous donnent de Noël, parce que Noël, c'est pas forcément toujours avoir plein de cadeaux, beaucoup de nourriture, c'est pas l'abondance forcément, hein, l'esprit de Noël. C'est un peu différent. Mais c'est vrai que
tout le marketing, toute la médiatisation étant là-dessus, si on n'a pas les moyens de recevoir et de faire des cadeaux, on se sent un petit peu à part, alors que peut-être on peut avoir deux sortes de Noël très différents et que ces deux Noëls soient également une période où on est bien, où on se sent bien, même dans l'isolement, même si on n'a pas forcément les moyens. J'ai l'impression, moi, qu'on veut toujours nous faire croire qu'on n'existe que parce qu'on arrive à offrir des choses, et on peut exister dans le regard de l'autre simplement par notre présence. Encore une fois, moi je reviens à ça, mais à notre pleine présence, à notre bienveillance par rapport à l'autre, à notre écoute. Noël, ça peut être aussi ça. C'est pas forcément que la consommation. Oui, et puis même sans parler forcément de l'autre, ça peut être se faire de bien à soi. Tout à fait, un beau moment pour soi-même. Voilà, toi Céline, t'as divorcé quand on était jeune avec Lily, donc ma sœur, ta deuxième fille, et tu t'es retrouvée plusieurs Noëls toute seule. Comment t'as géré ça? Quel est ton sentiment du coup vis-à-vis de la solitude à Noël? Raconte-nous un petit peu. Alors, je l'ai quand même plutôt bien vécu parce que je me suis jamais laissée trop embarquer par la consommation à Noël et puis forcément cet esprit de famille. Très vite, moi j'étais quand même assez jeune, en fait j'avais 30 ans quand je me suis retrouvée seule pour mon premier Noël et j'ai tout de suite en fait fait des choses. J'avais cette envie de me faire du bien. Donc c'était un moment pour moi, le jour de Noël, où j'allais au cinéma, une bonne pièce de théâtre. Alors le faire du bien pour moi se tournait rarement vers l'alimentation, donc je m'achetais pas forcément mon foie gras c'était pas ça. Mais tout de suite j'arrivais à tourner par des activités et puis aussi à me dire que c'était un temps Noël pour moi, je me répète, mais c'est pas forcément que de la consommation. C'est un temps qui est peut-être tourné vers soi ou vers les autres, un moment où on se fait du bien. Et puis ensuite, c'est vrai que j'avais aussi des amis qui étaient dans ma situation, donc je me rapprochais d'amis qui en effet n'avaient pas les enfants. Alors il y a une vingtaine d'années, quand ça m'est arrivé, c'était assez rare d'avoir des familles monoparentales, mais maintenant je pense que c'est quand même un peu plus courant, donc je conseillerais de se rapprocher de personnes qui vivent la même chose, à la fois accepter cette solitude et en faire quelque chose pour son bien-être, mais aussi à la fois pouvoir se rapprocher de personnes qui vivent et d'échanger. On est toujours plus fort quand on peut échanger sur nos situations de maman isolée. Mais même que ce soit finalement il y a 1000 options, que ce soit avec des amis, si on a la chance d'en avoir, que ce soit auprès de professionnels, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mine de rien, ça aussi, ça permet des échanges. Tu vois, c'est indéniable. On le voit sur nos réseaux sociaux à l'heure actuelle. On reçoit quand même pas mal de messages de personnes qui ont envie de discuter. Et c'est quand même avec joie, même pendant les fêtes, de répondre à ces gens-là pour stimuler le lien. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que donc, dans les chiffres du sondage de l'IFOP que je citais tout à l'heure, l'étude révèle qu'il y a 50% parmi les gens qui appréhendent la période des fêtes, 50% de familles monoparentales. Donc je pense que quand tu es femme, homme divorcé, ça doit être quand même un poids supplémentaire, tant matériel que relationnel, puisque tu ne sais pas si tu vas être avec tes enfants, tu ne sais pas si tu vas pouvoir acheter les cadeaux nécessaires, parce que mine de rien, les revenus sont quand même divisés par deux quand tu es divorcé, donc ça doit être aussi très stressant. Et rares sont les parents divorcés qui s'entendent pour faire un cadeau commun. C'est peut-être l'avantage pour l'enfant. Moi, c'est quand j'étais petite, je disais toujours à mes copains, ouais, moi mes parents ils sont divorcés, mais au moins j'ai 2 cadeaux à Noël. Et pareil pour mon anniversaire. J'étais en primaire, hein, attention. Et c'est l'erreur d'ailleurs des parents divorcés de tout séparer et donc du coup de se charger encore plus pour ça. C'est vrai que c'est un peu comme pour les vacances. Les enfants ont double vacances plutôt que d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus raisonné. Et tu disais tout à l'heure que donc, quand tu as été divorcée à 30 ans avec 2 enfants, à charge et que parfois du coup on n'était pas là pour Noël, etc., tu te retournais plutôt vers le cinéma, les restaurants, les activités on va dire extérieures à chez soi. Et donc dans le sondage dont je parlais, on continue d'en parler, il disait que justement la vulnérabilité matérielle pouvait impliquer de renoncer en fait à tout ce qui fait du bien extérieur et se concentrer sur des dépenses plutôt
plutôt vitale pour pouvoir offrir des cadeaux. C'est-à-dire qu'on renonce des mois avant Noël aux sorties entre amis, on renonce des mois avant Noël au restaurant, au cinéma, à une exposition, à un musée, et qu'importe, tu vois, à s'acheter un bon bouquin. On renonce à tout ça pour pouvoir acheter des cadeaux. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à se faire du bien et sans dépenser 1000 euros par sortie, enfin, j'exagère, mais comment on peut faire, tu vois? Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour lutter contre la solitude, pour lutter contre cet isolement de Noël. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller se faire un bon ciné. Bien sûr. Alors après, on peut retrouver des ressources à l'intérieur de nous. Moi, je ne faisais pas que du cinéma ou du théâtre. C'est-à-dire que j'ai aussi appris à travers la respiration, par exemple, par rapport à l'olfactothérapie. On peut très bien, en sentant une odeur, se faire du bien. Je t'en ai déjà parlé 1000 fois et je vais vous en parler encore aujourd'hui. Ça fait partie de ma méthode. Mais c'est vrai que chaque odeur que l'on sent, dans laquelle on s'approche, va aller directement dans la zone limbique de notre cerveau. Une des zones qui ne passe pas, qui n'est pas triée par notre cerveau. Ça veut dire que une odeur vous projette systématiquement dans une émotion. Donc un jour où vous n'allez pas bien, vous allez sentir l'odeur de parfum de quelqu'un ou une odeur simplement de l'herbe coupée, d'une forêt. Eh bien, ça va vous mettre dans un état de bien-être qui passe pas par le raisonnement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on dupe notre cerveau. C'est-à-dire que pendant cette période de Noël, si vous êtes seul, peut-être de vous entourer d'odeurs qui vous font du bien. Votre nerf vague aussi va se sentir rassuré dans le confortable. Donc ça, c'est quand même vraiment à considérer. Donc une balade en forêt, ça coûte rien. Ouais, ou après, si on a la chance d'avoir une cheminée, je sais que moi, c'est mon petit truc, c'est l'odeur du feu de cheminée, hop, sentiment de détente. Et de passer par là pour vraiment se rassurer. Je crois que dans l'isolement aussi et dans les fêtes de Noël, on a besoin de rassurer notre nerf vague. Et vraiment, l'olfactothérapie, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, les enfants, quand on se sépare, souvent, ils ont leur doudou parce qu'il y a leur odeur. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui, à tout âge, va faire du bien. J'utilise dans la méthode pour apaiser les systèmes nerveux, mais je trouve que c'est un super tips pour les fêtes de Noël. Moi, j'ai aidé une personne, une élève que j'aime beaucoup, qui traversait un deuil et qui me disait de l'utiliser énormément dans son chagrin. Ça n'est pas la baguette magique, ça ne fera pas oublier la personne évidemment qui n'est plus là, hein, c'est pas le sujet, mais pendant, je sais pas, quelques minutes par jour, à chaque fois qu'on sent cette odeur, le cerveau va bien. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit, c'est comme ça qu'on arrive à aller de l'avant, parce que le chagrin c'est dur, c'est difficile, toute une journée de le porter, on a besoin parfois d'ouvrir la fenêtre et de se dire « Allez, c'est comme avant, je vais bien ». Et ça on n'y arrive pas. Eh bien, la mémoire d'une odeur, ressentir cette odeur peut vraiment faire du bien. La respiration a ce pouvoir-là sur notre cerveau. Ah, c'est excellent. C'est un premier tips à mettre en place si jamais vous êtes dans une situation de solitude, que ce soit à Noël ou en réalité n'importe quand. Ça peut être hyper intéressant de mettre un espèce de petit rituel en place avec des odeurs. Ça peut être une odeur de café le matin, ça peut être une odeur d'un plat qui nous plaît le midi, ça peut être l'odeur d'un goûter, d'un bon gâteau. L'odeur de notre enfance, c'est la fameuse Madeleine de Proust, hein, le gâteau préféré que votre grand-mère faisait. Ça va nous remettre en lien. On parlait de lien tout à l'heure, on a besoin en tant qu'être humain aussi d'avoir de liens. L'odeur va amener ce lien avec notre mémoire, peut-être des membres de famille qui ne sont plus là, et nous rassurer. Donc ça, c'est quand même un premier tips pour un peu brain, comment dire, notre cerveau, le contourner. Le fait qu'on se dise je suis seule, c'est nul, tout ça, par le biais de l'odeur, on peut contourner tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres tips? Je pense notamment aux différents sens, peut-être par une musique, par un film. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que... La musique peut faire du bien, se mettre des musiques, évidemment. Il y a des ondes, des degrés d'ondes qui vont faire du bien. Vous allez trouver ça évidemment sur Internet. Donc du coup, se mettre dans cette ambiance-là va faire du bien. Mais j'ai aussi un tip qui est très important. C'est que peut-être si vous avez du mal avec ce 24,
coupez-vous un peu des écrans et du monde un petit peu médiatisé qui va vous montrer des Noëls où tout le monde rit, tout le monde est joyeux. Eh bien, on s'éloigne. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une petite réflexion aussi sur notre voyage à New York, qui m'a écrit, qui m'a dit, écoutez, votre bonheur de retrouver votre fille est tel que ça me fait souffrir. Eh bien, moi, je conçois tout à fait qu'il faut s'éloigner. Donc, allez, avant Noël... Peut-être si on donne juste un tout petit peu de contexte sur le voyage à New York, parce que tout le monde ne le pas sait pas forcément, mais on est parti quelques semaines, jours à New York voir Lily, donc ma sœur et donc ta deuxième fille, qui fait ses études là-bas en photographie. Et on a pas mal communiqué là-dessus sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a fait des vlogs de nos journées. Et donc, ça a été... Et je ne l'avais pas vue depuis 2 mois. Oui, voilà, tu la retrouves. Voilà, et ça a été imposé à certaines personnes de voir ça. Oui, non, mais après, je trouve ça justifié de la part de cette personne. Je ne suis pas responsable de ça. Moi, mon bonheur, il était là, et donc le jeu des réseaux sociaux était de le montrer. Par contre, là, moi, je vous encourage vraiment, avant le 24 décembre, à partir du 20-21, coupez cet univers si vous sentez que ça vous fait souffrir. Évidemment, moi, je mettrais 3 jours d'absence de portable, de réseaux sociaux. Et j'ajouterais à ça, éventuellement, de se mettre en mouvement. C'est vrai que c'est ma partie, mais il y a la respiration qui va nous faire du bien, ce côté pleine présence, mais se mettre en mouvement, aller marcher en forêt, aller faire des balades. Pratiquer la marche japonaise, par exemple. Sur le podcast que vous allez retrouver, épisode 3 ou 4. Mais je vous en retournerai une d'ailleurs, parce que ça vaut le coup. Mais voilà, on va s'aérer, et puis se mettre en mouvement, c'est aussi une autre façon que le corps a d'accepter et d'apaiser les systèmes nerveux. Et l'angoisse de ce Noël féerique, qui est peut-être plus un fantasme qu'autre chose, peut vraiment être libérée par cette mise en mouvement. Donc c'est vraiment ça, respiration, mise en mouvement, 3 jours sans portable, sans écran. Quand je dis appelez vos proches, mais sans écran, sans cette image féerique imposée. En fait, ça dépend un petit peu du rapport qu'on a aux réseaux sociaux. Si effectivement c'est limitant pour soi-même que de voir des publications de gens qui fêtent Noël, qui préparent des bons plats, etc., autant couper. Si à l'inverse, ça nous fait voyager aussi un petit peu, ça nous fait vivre le moment, parce que parfois les réseaux sociaux, ça procure ça, sur les plateformes. Parfois, on vit à travers aussi un petit peu ce que vivent les autres. Et donc, si ça nous permet d'échanger et qu'on est plutôt friand de ce type d'échange, on peut aussi le faire. L'important, c'est surtout de s'écouter et de faire en fonction, en fait. De ses besoins, mais on peut aussi attendre le 26. Tout est passé, et puis on découvre toutes ces images un peu féeriques. Ça, encore une fois, on est dans un climat où on est angoissé par les fêtes et on est dans un isolement. Ouais, exactement. Il y a aussi un autre tips que moi j'ai quand j'ai un sentiment justement de solitude comme ça, c'est écrire. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça et qui aiment ça, mais petit carnet, on rédige toutes les pensées, on met un code couleur, on fait un petit dessin, un truc où on extériorise un peu ce sentiment. Personnellement, le fait de le mettre sur papier, que ce soit par un gribouillage, que ce soit par justement des phrases, un poème, un texte, même une lettre à quelqu'un, une lettre à soi, moi ça me permet déjà de me sentir moins seule, parce que on est deux à ce moment-là. Il y a moi de la vraie vie et moi de l'écriture, on se parle, on communique. Et ça permet aussi d'écrire et de parler à n'importe qui en fonction de comment on adresse son texte. Donc moi, c'est mon petit tips aussi, si jamais il faut lutter contre la solitude. On a parlé des personnes justement qui craignaient un peu Noël parce qu'elles étaient isolées. Mais aussi, tu sais, il y a énormément de personnes qui craignent les grandes familles tablées, parce qu'on va se disputer, parce que ça demande beaucoup d'énergie sociale. C'est ça, et qu'on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Et moi, j'aurais quelques tips, par exemple, pour justement à table, quand le ton monte et qu'on est énervé entre le fromage et le dessert. Tout le monde a déjà vécu cette situation de l'oncle un peu relou qui te dit un truc que tu n'as pas envie d'entendre à ce moment-là. Il y a des techniques aussi pour le nerf vague qui sont à utiliser. On a le soupir intentionnel, par exemple. Alors, vous pouvez vous isoler peut-être dans la cuisine en faisant semblant de débarrasser et de faire 3 soupirs intentionnels. C'est-à-dire, on prend une grande inspire et on va... Et bien ça, si on le fait 3 fois de suite,
ça appelle la stimulation du nerf vague, ça va apaiser le système nerveux. À ne pas faire en face de la personne qui nous énerve, voilà. Parce qu'il n'est pas dit que ce soit bien réceptionné. À table, par contre, si vous ne pouvez pas bouger, il y a une petite chose aussi qui peut se mettre en place, c'est que vous tournez votre menton vers votre épaule, comme si vous alliez vous essuyer vers l'épaule, et vous tournez le regard ici à gauche. On me voit, là je suis filmée, mais si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas filmé. J'ai donc mon menton tourné vers mon épaule droite et je tire le regard vers le ciel à gauche. Et puis je reviens vers l'épaule. Vous faites ça 5 fois et c'est pareil. Le nerf optique, en fait, va venir déclencher la stimulation du nerf vague et ça va permettre de détendre, peut-être même de bâiller et de détendre. Tout ça, évidemment, c'est si vous êtes un petit peu gêné par des réflexions où vous sentez que le ton monte et vous voulez pas monter en pression. Ouais, vous énerver. Ouais. J'en ai un aussi de tips que je pratique régulièrement, mais que tu connais. Tout le monde le connaît, je pense. C'est la respiration carrée. Alors pour moi, la respiration carrée, c'est révolutionnaire, vraiment depuis que j'ai appris cette technique, parce qu'elle s'apprend. Il suffit pas de le faire 1 ou 2 fois et voilà, on sait faire. Pas du tout. C'est quelque chose qui doit être imprégné par le corps. Et cette respiration, d'ailleurs, j'ai appris ça, c'est la respiration utilisée par les pompiers avant de rentrer dans un immeuble, une maison en feu, qui permet de... Parce c'est vrai qu'il faut être dans un état un petit peu hypnotique pour réussir à gravir les flammes. Et donc la respiration carrée, elle est assez simple, il suffit de visualiser un carré, donc dans son imaginaire. On inspire 4 secondes pour le premier contour du carré, on bloque 4 secondes sur le deuxième contour, on expire 4 secondes sur le troisième et on rebloque sur le quatrième. On fait ça une dizaine de fois, une dizaine de répétitions. Et alors moi, dès que je suis dans une situation de stress, que ce soit en société avec du monde autour, que ce soit même toute seule, tu vois, une petite pression, et ben respiration carrée, 10 fois, on se met dans une position confortable, les pieds plutôt ancrés dans le sol, dos droit, respiration carrée, et alors là, ça fonctionne très bien. Et alors là, comme tu disais, c'est important en fait de dire aux personnes, si vous n'êtes pas habitué à travailler sur les respirations, et la respiration, il faut du temps en fait pour que votre corps l'automatise et en fasse un repère et un refuge. Et plus on travaille sur la respiration, plus dès qu'on va travailler cette respiration carrée, lui, c'est un petit rituel, donc il se dit « Ah, je dois me détendre. Ouais, » Et donc, pour arriver à cette automatisation, il faut du temps. Hein. C'est pas, en effet, ce n'est pas la baguette magique sur les 2 premières fois. Ouais. Moi, la respiration carrée, je l'utilise beaucoup la nuit quand j'ai un petit réveil nocturne pour me réendormir. Voilà, si je sens que l'esprit commence à partir sur des idées, par exemple le podcast, eh bien, hop, je vais enrayer tout ça par cette respiration carrée parce que j'ai mis un réflexe, un rituel dans mon corps. Respiration carrée, c'est de la détente. Pour expliquer un petit peu la petite référence au réveil nocturne et au podcast, c'est que cet épisode a été créé entre 4 et 5 heures du matin dans sa tête. C'est ça. Et je suis arrivée le matin en disant c'est bon, j'ai bon, absolument... voilà. On a le plan du podcast. On a le plan, il était pas mal. Il était pas mal. Et... Je veux juste rajouter un truc sur la respiration carrée. J'en ai parlé avec une amie voilà, qui était sujette un petit peu à des crises d'angoisse de faire cette respiration, puisque moi, c'est des professionnels qui me l'ont conseillé. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait vachement de mal avec l'idée d'être en apnée, parce que finalement, quand tu bloques ta respiration, c'est de l'apnée. Et c'est vrai que quand tu commences, tu peux particulièrement sentir ton cœur. Tu vois, vu que tu essayes de synchroniser la respiration, un peu de cohérence cardiaque avec les battements de ton cœur, bon voilà, tu peux entendre un peu que ça. Enfin, c'est assez étrange comme sensation, et c'est pour ça que je te rejoins sur l'idée qu'il faut vraiment que notre corps l'imprègne. Sinon, ça peut être assez déstabilisant en réalité. Si vous avez du mal avec l'apnée, il faut la réduire. Ça peut venir aussi d'un petit trauma. Moi, j'avais travaillé avec quelqu'un, notamment, où on a découvert un peu son trauma à travers ce travail de respiration. Elle avait bébé eu vous savez, cette flèche que l'on mettait au-dessus des lits des bébés, ce voile. Eh bien, bébé, c'est un peu, oui, ça s'appelle une petite flèche, c'est joli, ça faisait un peu landau. Okay. Et en fait, ça s'était décroché, ça s'était mis sur son visage, voilà. Okay. Donc, ça
toute petite enfance. Ça lui a été répété ensuite par ses parents, évidemment, elle ne s'en souvenait pas. Mais c'était quelqu'un, du coup, qui avait du mal à justement, avec cette rétention d'air, qu'elle soit à poumon plein ou à poumon vide, parce que certaines personnes, c'est juste à poumon vide. À poumon plein, ça ne génère pas de stress, mais à poumon vide, oui. Elle, c'était les deux, et c'était donc lié à ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant après d'aller travailler, justement, pour enlever dans notre perception, justement, ça, bon, c'est un travail après psychologique, cette angoisse. Alors, on peut aussi avoir, à l'inverse, on n'est pas stressé, on n'est pas énervé pendant un repas, mais on peut avoir un petit coup de pompe. On peut avoir la fatigue, la digestion, et on n'a plus envie d'écouter les personnes. En plus, surtout qu'en général, on mange quand même pas mal à Noël. Pas mal. Enfin, en tout cas, nous, dans notre famille, ça se passait plutôt comme ça. Il y a des respirations qui vont venir, justement, la rétention d'air à poumon plein va plutôt stimuler le système nerveux. La rétention d'air à poumon vide va apaiser, endormir. Donc la rétention d'air à poumon plein, c'est l'inspire. Je bloque, j'inspire, je bloque à nouveau, j'inspire, je bloque, j'en peux plus. Et je relâche. Par palier plutôt. Alors. Voilà, par palier. On va le faire 3 fois et puis on va vraiment aller jusqu'au maximum de sa rétention d'air à poumon plein et ça va permettre de se réveiller. À table, ça peut être un petit coup, voilà, entre le fromage et le dessert aussi. Ça peut être sympa, plutôt quand on a besoin ou si vous devez prendre la route après. Évidemment, moi, je vous encourage pas parce qu'il y a un vrai danger à s'endormir au volant. Mais lorsqu'on n'a pas le choix, ça peut être des respirations qu'on met en place qui vont venir nous réveiller, nous stimuler et éviter l'endormissement au volant. Je vais aussi conseiller la règle des 3 M avant le repas. M, je médite un petit peu avant le repas. Je prends un temps tranquillement, voilà, de relaxation, de pleine conscience. Pendant le repas, mâchez énormément. Voilà, pour essayer vraiment que la digestion se mette en route. Vous allez moins cumuler de calories vides, entre guillemets, en les gobant et en les avalant tout rond. Et 3, allez marcher rapidement après le repas. Voilà, une belle balade en famille ou seule. ça peut être intéressant. Et cette respiration à rétention d'air à poumon plein. En termes d'alimentation aussi, j'ai lu ça dans plusieurs livres. Concernant la nourriture à Noël, donc on a tendance à manger beaucoup, pas forcément sain, et c'est pas grave, c'est pas forcément le moment d'ailleurs. Il y a quand même des petits tips pour lutter contre les pics de glycémie post méga gros repas que j'ai mis en place et qui est pas mal, c'est le fait de commencer par la verdure. J'ai pas l'explication scientifique comme ça, je dirais des âneries certainement, tu vois, mais je l'ai lu, j'en suis sûre. Il faut commencer par mais même une olive, hein, pour faire baisser le taux. Ça tapisse en fait, c'est que ça va tapisser au niveau de l'estomac et ça évite que les sucres arrivent trop rapidement. Mais il y a aussi une chose qu'il faut se dire, c'est qu'on va démarrer par l'apéritif et le meilleur conseil, c'est aucun verre d'alcool sans avoir mangé quelque chose avant. Parce que c'est le fait d'avoir mangé un petit truc avant qui va permettre d'absorber plus facilement l'alcool, pas l'alcoolémie, je ne parle pas de ça, mais les sucres que vous ingérez. C'est ça. Mais c'est vrai que de toute façon, il va falloir mettre un maximum de verdure, notamment à l'apéritif. Le danger, c'est souvent l'apéritif. Parce que voilà, c'est cet alcool, le champagne, le vin qui va arriver. Et si vous pouvez manger un petit peu, en effet, des olives. Moi, j'aime bien les cornichons, mais c'est pas souvent. Voilà, mais pourquoi pas si le repas de Noël est une raclette, ça se marie particulièrement. ça peut. Et puis ensuite, bien mâcher, ça va aider. Ce que je disais aussi. Voilà, et puis profiter. Prendre du plaisir et profiter si vous... Voilà. Et puis après, on a des mouvements qui sont spécifiques détox qui vont permettre aussi d'éliminer un petit peu plus vite. Dis-moi si j'ai juste, on va voir si j'écoute bien. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de bouger quand même plutôt les bras parce que proche du cœur, les muscles du bras auraient tendance à consommer un peu plus d'énergie ou quelque chose comme ça? Alors en fait, quand on bouge les bras, l'articulation de l'épaule est la plus proche du cœur et on va donc accélérer la circulation sanguine. Donc c'est la base. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est la base d'un échauffement.
C'est la base d'un échauffement. Mais c'est vrai que quand on veut aussi refaire circuler, puisque on va avoir besoin de circulation, on va être beaucoup en position assise, ça peut être hyper intéressant d'aller bouger ses bras si on n'a pas le temps pour l'instant d'aller faire une balade. Ensuite, il y a vraiment aussi des mouvements, et je pense que c'est ce que tu voulais dire, de travailler le triceps, parce que le triceps, lui, va consommer plus d'énergie qu'un autre muscle. Mais là, pour un programme détox, c'est presque un peu trop tard. Par contre, la semaine avant, faire attention à bien muscler le triceps et le solaire, tu sais, le muscle du mollet. Je voulais le dire juste après, sous la table, solaire. Ah oui, bien sûr, pour relancer. Sous la table, on peut très bien faire des petits mouvements, soulever vos talons, des petits relevés, on appelle ça les push-ups du solaire. C'est hyper intéressant. Entre le déjeuner, entre le plat principal, le dessert, un peu de petits mouvements de mollet, discrets. Voilà, et puis se lever régulièrement, ça c'est très intéressant, notamment pour les personnes aussi qui ont mal au dos. Je sais que la bienséance fait qu'on doit rester tranquille à table, mais vraiment, levez-vous toutes les 30 minutes, c'est la même règle qu'au bureau. Et ça, c'est intéressant. Prétexter le débarrassage, ça marche, ça marche très très bien. Voilà. Ensuite, dans les mouvements qui vont aider, il y aura beaucoup de torsion. Parce que la torsion, en fait, notamment tissulaire, articulaire ou musculaire, c'est-à-dire le fait de tourner son buste à droite et que les jambes et le bassin restent fixes, eh bien, ça va favoriser l'élimination. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on travaille dans les torsions tissulaires, on va favoriser l'élimination par les fascias, par le tissu conjonctif. Alors, ce n'est pas quelque chose que l'on décide, ça ne vient pas dans la conscience, mais le tissu conjonctif, il a vraiment une action sur l'élimination de notre graisse. Donc ça, c'est intéressant justement d'aller mettre des torsions le soir de Noël dans son lit. On fait des torsions à droite et à gauche, ou alors debout aussi. Le matin de Noël, on commence à préparer notre corps. Voilà, tout ça. Donc stimuler la circulation sanguine, tu avais raison, avec les bras, de la torsion, peut-être des petits sauts aussi, qui va stimuler également notre circulation sanguine. On ne se lance pas forcément dans du renfort musculaire, ce n'est pas le moment, c'est peut-être plus avant, mais vraiment, voilà, on a des positions d'élimination. Je vais faire ma petite auto-promo, mais dans le livre 30 jours pour aimer son ventre, on travaille ça. Il y a 10 jours vraiment qui est construit pour l'élimination. Et là, c'est 10 jours idéal pour les fêtes. Ah oui, mais c'est un super cadeau de Noël. En plus, vous arrivez chez vos invités avec le livre, voilà, pour éliminer. Voilà. Ah, c'est une idée de livre. Éliminer en famille pour les fêtes. Voilà, let's go. Et donc, voilà pour tous ces tips. Sachant que là, on était sur la fin, plutôt sur comment gérer une situation familiale qu'on aurait plutôt envie d'éviter, mais évidemment, tout est applicable seul, à deux, à 1000. Voilà, ça va aussi dans une situation de solitude, on peut travailler tout ça, on peut mettre tout ça en place également. Et maintenant, on peut vous dire ce que nous, on a décidé de faire pour notre Noël à deux, parce que, voilà, donc, comme on vous disait tout à l'heure, on est toutes les deux à Noël, ce qui est quand même assez nouveau pour nous, puisque avant on n'était pas, alors attention, on n'a jamais été 150, mais on était au moins 5 en général. Et donc là, on est à deux pour différentes causes, comme on vous le disait, des voyages, après, il y a la vie de famille, il y a des décès, il y a des choix, etc. Donc on est à deux. Et on a décidé de privilégier plutôt de stimuler nos sens. De se faire du bien. De se faire du bien pour passer un Noël plutôt cool, parce que je sais pas toi, mais moi c'est vrai que j'appréhendais quand même. Parce que Noël, tu le disais au début, toi tu savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient de solitude, d'isolement, de charge mentale, de stress par rapport à cette période. Moi, peut-être en tant que jeune adulte, si on peut dire ça comme ça, parce que je suis plus très jeune quand même, mais voilà, ça restait assez féerique. Moi, je suis plutôt du genre à attendre cette période, le chocolat chaud, les films de Noël, les cadeaux, les échanges, les grandes tablées et tout. C'est vrai que je suis plutôt friande de tout ça. Et donc, j'appréhendais, et on a donc mis en place différentes choses, soit se faire du bien, pour quand même traverser cette période
avec le sourire. Oui, alors l'année dernière, si tu te rappelles, on avait fait faire quelque chose de très traditionnel. On avait beaucoup cuisiné, on avait fait plein de choses, apéritifs, Noël. Enfin, tu m'avais aidé à cuisiner parce que c'est pas mon fort, mais on avait fait vraiment beaucoup de choses et on avait invité quand même toute la famille à la maison. Donc c'était très traditionnel. Mais cette année, en effet, comme tu dis, on n'a pas ces conditions-là. Alors on a décidé de se faire plaisir. J'ai cassé un peu ma tirelire. J'adore évidemment les massages. Vous le savez, je pense, si vous me suivez. Puis toi, tu commences à y prendre goût aussi. Ça fait partie de mon hygiène de vie, le massage. Donc on a décidé de partir à la montagne et donc de s'offrir un hôtel où on allait pouvoir se faire masser et puis aussi pouvoir travailler un petit peu toutes les deux. On manque de temps. Souvent, on n'a pas le temps d'échanger sur nos idées. On est passionnés par ce qui nous arrive et on en parle souvent. Donc c'est un peu le travail, un peu Noël, un peu des vacances. On va essayer de mettre. En fait, on a essayé de prendre un petit peu des brides de nos vies, c'est-à-dire le fait d'être à deux, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire en même temps la détente, le bien-être, le massage, pour créer notre Noël sur mesure. C'est ça. J'aimerais bien faire un audio guide en montagne, une marche. Pourquoi pas une marche japonaise Une marche en raquette. Une marche japonaise en raquette. En montagne, peut-être accompagner aussi les personnes justement, peut-être le 24 ou le 25. Vous serez tout seul et j'aimerais bien vous accompagner par un audio guide. Voilà, et voilà, j'avais envie de ce Noël. Alors oui, c'est pas le Noël féerique, c'est pas forcément les lumières, le sapin, tout ça, c'est une autre façon de faire, mais je pense qu'on peut vraiment adorer ça. Et puis je suis sûre que vous êtes nombreux à faire des Noëls différents. Alors ça serait sympa que vous nous mettiez en commentaire ce que vous avez prévu comme Noël. Est-ce que c'est plutôt traditionnel? Est-ce que vous êtes justement dans les cadeaux, dans la charge mentale? Qu'est-ce que vous mettez en place pour votre Noël? Comment vous vivez cette période? Ça peut être hyper intéressant. N'oubliez pas aussi de mettre une petite étoile sur ce podcast. Et des commentaires. Et des commentaires et des avis si il vous plaît. Puisque nous, ça nous aide à orienter, à situer, à évoluer aussi, c'est indéniable. Et à exister, en fait, sur la plateforme des podcasts. C'est ça, ça nous permet d'être là. Et c'est cool. Vous nous permettez de travailler à Noël. J'espère que ce rendez-vous à la maison vous a plu. Voilà, pour le premier épisode filmé, il y en aura plein d'autres. Sur notre canapé. Bienvenue chez nous. On vous embrasse. À bientôt.